Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Voici les titres. Les collégiens du nord du pays s'approprient l'histoire mystérieuse de la Monique, le caboteur disparu en mer en 1953. Les jeunes devaient imaginer ce qui était arrivé au bateau et à ses passagers. Vous verrez que l'inspiration ne manquait pas. Comment sauver le système de santé par la maîtrise des dépenses? Les élus du Congrès ont adopté 2 textes dans ce sens. Objectif, rationaliser les dépenses alors que les comptes du RUAM sont au bord du gouffre. Le point avec Océane Dacounia, notre journaliste du Sud. Moitaï Brotherson, député tahitien et indépendantiste du Tavini, est le nouveau président de la délégation aux Outre-mer de l'Assemblée nationale. Il succède ainsi à Olivier Serva, député de Guadeloupe. Moitaï Brotherson est notre invité ce soir. Bonsoir. Yorana. Votre nomination n'était pas une surprise? Non, elle était en tout cas prévue par la plateforme NUPS. Donc voilà, un sujet que nous allons développer dans cette édition et enfin découvrir le pays en vélo. C'est l'objectif de l'association Rondocycle. 10 membres ont débarqué avec leurs 2 roues sur l'île de Lifou pour sillonner l'île durant 7 jours. Henri Nailolo les a rencontrés sur la route de la tribu des Assauts. Après Nouméa, les commémorations des disparus de la Monique sans vie en province nord, c'est la toute première fois. Les collégiens se sont appropriés cette histoire mystérieuse du caboteur disparu en mer en 1953 entre Nouméa et Marais. Les jeunes devaient imaginer ce qui était arrivé au bateau et à ses passagers. Un devoir de mémoire qui commence déjà à marquer les esprits. Alors comme pour Esteban et Armel qui ont tenu à s'exprimer, un reportage d'Océane Zobler, Mia Morel et Idriss Chetchweng. Tout est sombre et le navire se dirige tout droit vers cette bouche géante et noire qui l'engloutit. Peu à peu, un vent violent se lève. Il se met à courir rapidement sur tout le corps du bateau. Ça va raconter comment la Monique, elle a fait naufrage, quoi. On ne sait pas vraiment, mais c'est comme si on faisait comme si on était dans le bateau. Tout le monde y a participé. Ça m'a intéressée parce que c'est une histoire du pays et aussi parce que la Monique, c'est un gigantesque bateau qui a quand même disparu mystérieusement. C'est la première fois que ce travail est fait en classe. D'après leur professeur de français, les élèves se sont rapidement investis. Je leur ai raconté l'histoire et tout de suite, dès la première heure, on va dire dès les premières minutes, ils ont été inspirés, intrigués, ils se sont posés plein de questions. Et je pense que même si l'écriture a été difficile au début, ils avaient beaucoup de choses à dire. Je pense que c'est important pour les enfants de savoir qu'il y a eu des événements marquants comme ça dans l'histoire du pays, de savoir que beaucoup de personnes ont disparu et que ça continue de toucher les familles en fait. Maggie, venue de Yengen, est la sœur d'un des passagers de la Monique. Âgée alors de 5 ans, elle se souvient encore et témoigne pour la première fois. Un jour, je voyais les gendarmes qui arrivent avec le cheval. Et après, on a écouté maman pleurer. Il est perdu en bateau. Le bateau qu'il est parti avec, il est perdu. J'ai beaucoup de frères, je dis là, c'est un grand souvenir pour moi. Même quelqu'un qui porte le nom Monique, mais ça me rappelle toujours le bateau. Malgré la difficulté encore aujourd'hui de parler de la Monique, les langues se délient peu à peu. L'année prochaine, pour les 70 ans de la Monique, la commémoration se fera du 22 au 31 juillet, en passant par Ouvéa, Lifou et Marais. J'aimerais bien terminer par une citation qu'on attribue au philosophe grec Aristote, qui disait « Il y a 3 sortes d'hommes, les vivants, les morts, et ceux qui vont sur la mer. » Politique à présent, après les réformes fiscales, les élus s'attaquent aux réformes de maîtrise des dépenses
pour sauver le système de santé. C'est une seconde étape très attendue dans le grand plan de réforme annoncé par le gouvernement. Pour ce faire, les élus du Congrès ont adopté 2 textes, l'OCEP et l'OCEAM, pour un même objectif, rationaliser les dépenses alors que les camps du REAM sont au bord du gouffre. Le point avec Océane Dalcugna et à la caméra Duc Menango. Rationaliser les dépenses de santé, l'idée faisait l'unanimité dans l'hémicycle du Congrès ce matin. Les élus ont adopté la création de l'objectif calédonien d'évolution des dépenses de prévention, baptisé l'OCEP. Ce texte doit permettre de recenser les différentes actions de prévention et leurs coûts respectifs. Les élus ont également adopté la création de l'objectif calédonien d'évolution des dépenses d'assurance maladie, baptisé l'OCEAM. À l'image de l'OCEP, ce texte doit permettre de recenser toutes les dépenses de santé. L'OCEP et l'OCEAM permettront la rédaction de rapports annuels qui permettront tout simplement de réaliser des arbitrages dans les budgets et ce dès 2023 selon Yannick Slamette. À l'élaboration des budgets, oui, on se reposera sur ces recommandations. Le texte, on peut dire que c'est un texte cadre. Il va y avoir après des délibérations qui vont intervenir sur la fixation des taux, etc., etc. Mais en tous les cas, c'est la mise en place d'un outil, de 2 outils. C'est important. Des textes nécessaires mais pas suffisamment aboutis face à l'urgence que pose la dette abyssale du REAM, selon l'opposition, qui regrette le manque d'outils de contrôle. On est en train de parler d'un budget annuel de santé de l'ordre de 80 milliards, ce qui est considérable. Il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas en fait de service de contrôle de gestion de la dépense. Donc le jour où on dépassera les objectifs qui ont été votés, on ne saura pas quoi faire. Il faut mettre en place une autorité indépendante de régulation des dépenses de santé. C'est ce qu'on a souhaité avoir ce matin, qu'on n'a pas obtenu, mais le gouvernement s'est engagé à nous présenter rapidement une nouvelle série de textes sur la création de cette autorité de régulation. D'autres réformes doivent suivre dans les prochaines semaines ou les prochains mois pour permettre une vraie maîtrise des dépenses de santé. Cet engagement avait été pris pour la première fois dans le plan d'Ocamo en 2016. Voilà, et à l'ordre du jour également le taux directeur des dotations aux hôpitaux, mais le texte a été renvoyé en commission. En bref, les maires de Nouvelle-Calédonie étaient en séminaire aujourd'hui à la résidence du haut-commissaire de la République à Nouméa. Les contrôles de légalité sur le dispositif d'État et l'accompagnement dans la lutte contre la délinquance étaient à l'ordre du jour. Donc voilà une réunion qui ne s'est pas encore terminée. Politique, toujours, Moetai Brotherson est le nouveau président de la délégation aux Outre-mer de l'Assemblée nationale. Donc il succède à Olivier Servat, député de la Guadeloupe. Nicolas Mesdorf, député du pays, s'est retiré. Moetai Brotherson est le premier député du bassin pacifique et indépendantiste à accéder à ce poste que nous recevons ce soir depuis la France. Bonsoir. Yorana. Alors que représente pour vous cette nomination ? Écoutez, c'est une fierté d'avoir été élu par mes pairs président de cette délégation. C'est la première fois effectivement qu'un élu du Pacifique préside cette délégation aux Outre-mer qui est habituellement présidée par quelqu'un des DOM. Et donc je suis très honoré. Alors, le pouvoir d'achat est une problématique urgente à régler dans les Outre-mer. Est-ce que ces contraintes seront remontées ? Alors le pouvoir d'achat, la cherté de la vie a déjà été étudié par la délégation aux Outre-mer lors de la précédente mandature. J'ai une approche un peu différente de ce sujet. Je pense que plutôt que d'essayer de voir, d'étudier le sujet dans son ensemble, ce qui donne un spectre très large, avec ensuite des recommandations assez généralistes. Je préférais qu'on segmente ce sujet en plusieurs dossiers. On pourrait par exemple étudier d'abord les questions d'autonomie alimentaire, ensuite les questions d'autonomie énergétique, vous voyez, pour avoir une série de sujets plus faciles à étudier et sur lesquels on pourrait aller plus en profondeur. Alors là, vous venez de donner une série de dossiers, mais quels sont justement les dossiers en priorité que vous allez donc travailler avec l'opposition ?
Alors pour l'instant, je viens tout juste d'être élu, le nouveau bureau se mettant en place. Je ne prétends pas avoir la connaissance de tous les Outre-mer. Je connais très bien la Polynésie, bien évidemment. Je connais un petit peu la Calédonie. Mais je crois que tous nos territoires ont des élus. Et c'est avec tous ces élus qu'il faut travailler pour établir cette feuille de route. C'est le premier travail auquel nous allons nous atteler, puisqu'il y a sur l'ensemble des Outre-mer des sujets qui sont transverses, et puis il y a à côté de ces sujets transverses des sujets plus spécifiques à un territoire, à un bassin. Je vais prendre l'exemple du chlordécone, c'est un sujet qui concerne les Antilles. Si je prends l'exemple du nucléaire, eh bien ça concerne plus particulièrement la Polynésie française. Vous voyez, donc il y a des sujets transverses, la vie chère est un de ces sujets, et puis il y a des sujets qui sont plus spécifiques. Alors, est-ce que le fait que vous soyez indépendantiste va jouer sur vos décisions? Comment allez-vous travailler avec l'opposition? Non, je pense que ici, à l'Assemblée nationale, les gens me connaissent suffisamment depuis 5 ans. Ils savent que je suis indépendantiste, ça, il n'y a aucun doute là-dessus, mais que je ne suis pas quelqu'un de dogmatique et que par nature, je crois que quand on est indépendantiste, on est forcément ouvert d'esprit. Alors, le temps que le bureau se mette en place, est-ce que vous avez un message à adresser à la population des Outre-mer qui nous regarde ce soir? Bien oui, vous avez tous élus dans vos territoires respectifs des députés il y a quelques semaines. Si vous avez des sujets que vous voulez faire remonter à la délégation aux Outre-mer, eh bien je vous invite à prendre la tâche de vos députés ou alors à me contacter directement. Vous pouvez très facilement trouver mon adresse email sur le site de l'Assemblée nationale. Motaï Brotherson, merci d'avoir accepté notre invitation depuis la France. Maruru. Dans un tout autre registre, imaginez-vous des engins miniers qui fonctionneraient à l'hydrogène, une molécule naturelle qui compose l'eau. C'est le pari que se fixe notre gouvernement. Et figurez-vous, il y a 2 véhicules qui roulent grâce à l'hydrogène. Leur particularité, elles rejettent de l'eau et elles sont silencieuses. Un reportage de Michel Pimbé dans le dossier de notre rédaction. Ce qui est impressionnant, c'est que tu craches de l'eau et le silence. Faire le plein nécessite quelques minutes tout au plus. Là, avec ce type de véhicule, le temps de recharge se réduit à 20 minutes, une demi-heure. Cette initiative s'inscrit dans la STENG 2.0, le schéma de transition énergétique en Nouvelle-Calédonie porté par le gouvernement. Ce plan prévoit le soutien de la création d'une filière hydrogène dès 2022 dans le cadre de la transition énergétique. En Nouvelle-Calédonie, le sous-sol regorge de cet élément à l'état naturel. Cependant, sa captation est complexe. On peut aussi le produire de manière artificielle. Il en existe 2 méthodes pour y parvenir. Le vaporeformage. On réchauffe dans un four des hydrocarbures, par exemple du méthane et de l'eau. La réaction chimique génère alors de l'hydrogène et du dioxyde de carbone. On parle alors d'hydrogène gris. Cette méthode est la plus répandue, la moins chère, mais la plus polluante. Le deuxième procédé, l'électrolyse, consiste à faire passer un courant électrique dans de l'eau et permet de séparer l'hydrogène de l'oxygène. On parle alors d'hydrogène vert lorsqu'il est produit grâce à des énergies renouvelables comme des éoliennes ou des panneaux photovoltaïques. Très pratique pour tout ce qui est camion, bus à l'avenir. Ça, c'est quelque part, c'est un usage, mais il y a d'autres usages. Au pays, le gouvernement souhaite développer une filière d'hydrogène basée sur de l'hydrogène vert, ce qui n'est pas le cas au niveau mondial de manière générale. Aujourd'hui, près de 95% de l'hydrogène produit est gris. Autrement dit, produit à partir d'énergies fossiles. La première chose que le rapport a regardé, c'est la capacité de démarrer une filière à hydrogène sur base d'importation d'hydrogène. La réponse, elle est claire et sans appel, ce n'est absolument pas économiquement rentable. Donc la seule façon de développer une filière à hydrogène en Nouvelle-Calédonie, c'est de le produire sur place. Une étude commandée par l'Agence calédonienne de l'énergie montre que le faible coût de l'électricité verte en Nouvelle-Calédonie pourrait permettre de vendre de l'hydrogène vert entre 774 et 800 francs le kilo pour 10 MW électriques de puissance. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'avec la baisse très forte du coût
de l'énergie photovoltaïque, vous avez en Nouvelle-Calédonie la capacité d'installer des fermes photovoltaïques et de produire votre énergie photovoltaïque à des prix tout à fait compétitifs, et donc d'obtenir un hydrogène à partir d'électrolyse qui serait tout à fait compétitif sur le territoire de Nouvelle-Calédonie. L'Agence calédonienne de l'énergie souhaite lancer progressivement des projets pour développer une mobilité verte. On travaille ces projets-là dans le domaine du transport de passagers, dans le domaine de la pêche au large, donc la pêche hauturière sur des thoniers, et puis également dans le domaine de la mine au travers de la mise en place de remorqueurs de mine zéro émission. Pour le gouvernement, l'hydrogène présente de nombreuses opportunités d'usage au pays. Et l'un des enjeux est de pouvoir bénéficier des financements du plan métropolitain France Hydrogène. C'est un plan qui est national, c'est qu'il y a 1,2 milliard d'euros qui ont été débloqués par le président de la République pour faire de la France un champion de l'hydrogène. Et donc je me déplace en métropole, notamment sur la partie hydrogène, pour bénéficier de ces fonds et pour voir comment on peut accompagner justement ce plan France Hydrogène en Nouvelle-Calédonie. Dans le monde, les innovations se développent. En Afrique du Sud, le premier camion d'extraction minière à hydrogène est déjà en activité. La Toyota Mirai a parcouru 1000 km avec une seule recharge d'hydrogène. Cette technologie est encore jeune, mais un grand nombre d'industriels et de chercheurs croient fermement à sa réussite. En fin de semaine dernière, des chercheurs australiens de l'université de Deakin ont inventé de nouveaux procédés qui pourraient donner un sérieux avantage à l'hydrogène dans les années à venir. Dans l'actualité également, comment sauvegarder plutôt la langue Hamea, une langue parlée sur la commune de Kwawa et la tribu de Katrikoin à Moindou. Désormais, elle compte pas moins de 472 locuteurs et ce chiffre diminue. Pour ce faire, une convention a été signée aujourd'hui entre les différents acteurs afin de sauver cette langue. Un reportage de Vanessa Kédé, notre journaliste du centre. La sauvegarde de la langue Hamea a été initiée par les coutumiers et la population du district de Kawipa en partenariat avec le conseil coutumier de l'Air Hanatu. Cette langue est parlée dans le village de Kwawa, dans les vallées et même sur la commune de Moindou, à la tribu de Katrikoin. Aujourd'hui, on ne compte pas moins de 472 locuteurs et depuis peu, ce nombre régresse. On dit le Hamea, c'est la langue de Mea. La langue de Mea. À la tribu de Mea aujourd'hui, on parle le Hadje. Je compterai sur le doigt d'une main le nombre de personnes qui parlent le Hamea aujourd'hui. Le Hamea aujourd'hui à Mea. C'est ça qui nous interpelle déjà. Voilà. Et par la suite, après, bon, dans nos familles, dans nos maisons, on a toujours tendance à utiliser le français ou à utiliser la langue maternelle, soit le Hadje, soit le Hanatu. Cette convention implique plusieurs partenaires tels que l'Académie des langues kanak, le Conseil coutumier de l'Air Hanatu, le gouvernement, la mairie de Kwawa, mais aussi des partenaires privés tels que la SLN et la NMC. Pour Alcide Ponga, maire de la commune de Kwawa, cette signature est la première pierre qu'il pose pour entamer des projets sur la sauvegarde de cette langue. Il y aura certainement d'autres choses derrière et donc on est déjà à la réflexion sur l'après. Comment est-ce que le Hamea peut être travaillé à l'école? Comment est-ce qu'elle peut être travaillée dans nos institutions? Comment est-ce qu'on peut le parler quand on se rencontre dans le village? Parce que c'est quelque chose de très très important. Même moi, j'ai des difficultés à le parler avec mes enfants. Il faut qu'on arrive à trouver des solutions ou des outils qui nous aident à pouvoir se réimprégner de la langue Hamea. La signature d'une convention avec plusieurs partenaires, notamment avec les mines, c'est une première pour l'Académie des langues kanak. C'est important que des gens eux-mêmes soient, je dirais, entrepreneurs, soient à l'initiative
de la sauvegarde de la langue. Et ça, on peut pas. La sauvegarde d'une langue maternelle, c'est pas uniquement l'affaire de l'académie, c'est un petit peu l'affaire des papas, des mamans, des vieux, du conciliaire. Et je crois que ce que nous venons de faire, c'est une parfaite, un parfait exemple de la sauvegarde des langues, où effectivement, on doit conjuguer nos efforts pour ça. Un partenariat réussi pour le pays Ranatu et qui pourrait être reconduit dans les années futures. D'ailleurs, vous pourrez suivre sur notre antenne le journal Lampaïti ce jeudi. Il sera présenté par Anna Diemen. Découvrir le pays en vélo, c'est l'objectif de l'association Rondocycle NC. 10 membres ont débarqué avec leurs 2 roues sur l'île de Lifou pour sillonner l'île durant 7 jours. Henri Nailolo les a rencontrés sur la route de la tribu des Assauts. Reportage. C'est parti. Il est 12h37, il n'y a plus de temps à perdre, direction Easso, située à 31 km de Oué. Mais la traversée de la capitale se fait sous la pluie, nécessitant quelques arrêts techniques pour réajuster le matériel. Il commence à pleuvoir, mais à pluvioter. On est en train de couvrir les vélos, de mettre des housses étanches pour protéger tout notre matériel. Ça monte un peu quand même à Lifou. C'est la seule côte. Trop de bagages. À Luchila, l'ascension de la seule côte sur leur parcours les oblige à faire une autre pause. Oui, tout à fait. On enlève tout ce qui gênait. Mais on reste décent. Après plus de 2 heures de route, ultime arrêt à la tribu de Kumo, il reste 12 km avant de rejoindre Repenehe, puis Easso. C'est bien sympa. Toutes les personnes nous saluent, la klaxonnent, nous font des tatas. C'est bien cool. On a eu une petite brumisation naturelle en partant et puis maintenant c'est cool. Au bout de 2h30 de parcours, le groupe atteint enfin la tribu de Easso où ils sont accueillis par le petit chef, également propriétaire du gîte où ils séjourneront 2 nuits. Ouais, ça fait plaisir et puis de voir des personnes comme ça. Moi je suis un petit jeune et puis voilà, moi j'aime bien partager nos valeurs, notre savoir-vivre. L'enthousiasme et l'accueil que nous ont réservé les autorités coutumières. Nous les avons prévenus que nous venions là et tous ont été enthousiastes et nous ont franchement accueillis les bras ouverts. Donc c'est vraiment quelque chose de formidable. Aujourd'hui, journée kayak le long des falaises de Repenehe et pique-nique à Kiki Beach avant de reprendre les vélos pour parcourir d'autres tribus du Wedge jusqu'à lundi prochain. Voilà, c'est la fin de cette édition. Un rendez-vous juste après ce journal. Votre émission, ça vous parle, sur la sécurité routière. 37 personnes ont perdu la vie sur nos routes depuis le début de l'année. Et c'est 10 fois plus que l'an dernier. Alors, comment faire pour rendre nos routes plus sûres? Audrey Poedi en parle avec Emmanuel Eafa, la victime de la route. Il partagera son histoire. Et enfin, Mireille Mounkel, présidente de l'association Prévention routière de Nouvelle-Calédonie. Voilà, le rendez-vous est donné. Belle soirée en notre compagnie.